Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo qui change des épisodes classiques du podcast évidemment. Euh, En ce moment, je trouve qu'on est dans une situation un petit peu compliquée. Alors vous me direz, c'est toujours le cas quand même depuis plusieurs années et donc ça fait longtemps que ça dure. Mais force est de constater que c'est pas l'éclate en ce moment niveau vente pour plein d'entreprises et enfin quels que soient les secteurs d'activité. Donc forcément dans la partie créative, on n'y échappe pas et donc voilà, c'est compliqué. Donc, je me suis dit que j'allais vous proposer un petit épisode spécial. Je ne vends pas suffisamment, que faire? Alors, si vous écoutez seulement l'épisode, sachez que sur YouTube, vous avez la version vidéo avec un beau PowerPoint que j'ai pris du temps à faire et c'est pour ça que je suis un petit peu en retard sur la date de publication de l'épisode. Et voilà, donc du coup, vous aurez voilà, toute une partie écrite visuelle en plus de simplement écouter. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, vous avez sur Copilot, la plateforme d'accompagnement que je propose, ce petit cocon pour les entrepreneurs créatifs. Sur Copilot, vous aurez aussi, je vais vous mettre à disposition la présentation au format PDF. Donc voilà, vous pouvez aussi aller directement chercher sur Copilot la version PDF. Alors, pour démarrer, alors en plus, petit aparté, je suis dehors chez mes parents. Je me suis dit qu'un petit cadre champêtre, c'était pas mal. Voilà, donc vous entendrez peut-être les petits oiseaux. Je trouvais que ça changeait un peu. Alors, ce que je vous propose dans cet épisode spécial Je ne vends pas suffisamment, que faire? Je propose un plan d'action en 4 étapes. La première partie, c'est de poser les chiffres et de définir ses objectifs clairement. Parce que finalement, il n'y a rien de plus... Enfin voilà, on ne sait pas où on va en fait si on n'a pas posé un petit peu tout ça à plat. La deuxième partie, prendre un peu de recul sur son activité. Là, voilà, l'idée c'est de faire un petit pas de côté pour voilà, prendre le temps de se poser les bonnes questions. La troisième partie, bien définir sa stratégie marketing et ensuite bichonner ses canaux de vente. Évidemment, ce que je vais vous dire là, je pense que ça va durer entre une demi-heure et une heure. Ce que je vais vous dire là, ça ne suffit pas à résumer tout ce qu'il faudrait faire dans la vie d'une entreprise pour que ça fonctionne. Mais mon idée, c'est de vous aider à vous remettre un petit peu dans la bonne motivation, en fait, de vous reposer les bonnes questions, de repartir un peu avec voilà, de la motivation et dire ok, allez, je m'y mets, je bouge, je booste un petit peu le truc. Alors, première partie, poser les chiffres. Se donner des objectifs, pour moi, c'est vraiment hyper important, parce que sinon on ne sait pas bien où on va. Et en fait, comment on peut savoir si on est content ou pas? C'est se poser, des objectifs, clairement, les définir clairement, ça va quand même vachement vous aider à savoir où vous allez et où vous en êtes justement par rapport à votre prévisionnel. Donc là, je vous partage un tableau Excel que vous pouvez retrouver d'ailleurs et complètement à personnaliser dans le module vente de Copilot, la plateforme dont je vous parlais. Sur ce tableau, l'idée c'est de poser les objectifs. Alors, par année dans les colonnes et dans les lignes, ça sera les activités. Les activités, donc en fait vos gammes de produits, tout ce que vous proposez qui est une source de revenus. Donc si je fais le parallèle avec moi, je vais avoir une ligne sur mon activité de podcast, je peux avoir une ligne sur Copilot, une ligne sur Copilot et tout ce qui va avec, sur l'accompagnement aux entrepreneurs créatifs, et puis je vais avoir une ligne aussi sur les missions en marketing. Donc vous voyez, en fait, c'est pareil, vous allez avoir une collection. Vous pouvez l'organiser comme vous voulez, soit par collection, soit par typologie de produits. Et en fait, plus vous allez détailler, plus vous allez vous rendre compte aussi justement le poids de chaque source de revenus, chaque typologie de produit. Donc ça c'est pas mal parce que c'est vrai que des fois on dit oui, je vends plus de trucs, plus de ça que ça, mais on n'a pas bien souvent, je trouve, les notions de quantité.
ou de pourcentage, de répartition. Donc là, c'est pas mal parce que du coup, ça va être très clair. Et c'est pas du temps de perdu en fait, de poser un petit peu les bases comme ça. Donc, dans les premières colonnes, je vais être sur l'année précédente, l'année N-1. Donc là, moi j'ai mis 2024. Je vais avoir une colonne avec mon chiffre d'affaires 2024. Je peux avoir ma variation 2023-2024. Donc ça, alors on peut rajouter aussi une colonne précédente si on veut. Et puis on peut avoir une colonne répartition 2024 pour dire mon activité 1 par rapport à mon activité 2 et mon activité 3. Donc l'ensemble de l'activité du chiffre d'affaires fait 100%. Et après, avec des formules sur Excel. Donc, dans mon fichier Excel, évidemment, tout est déjà prêt. C'est pour ça que là, vous voyez le div/0. C'est parce que y a des formules à l'intérieur. Et donc, si on modifie le chiffre d'affaires, ça se calcule automatiquement. Et puis, dans les autres colonnes, je vais avoir mon 2025 prévisionnel. Donc, encore une fois, c'est là où je vais mettre mes objectifs en termes de chiffre d'affaires. Et puis, je peux aussi mettre la répartition. Donc là, c'est pareil, ça se calcule tout seul, mais ça me permet de voir la répartition des activités les unes par rapport aux autres. J'ai parlé de produits, mais ça peut être aussi des ateliers que vous allez donner. Ça peut être, si par exemple vous avez écrit un livre et que vous en vendez en direct, vous allez pouvoir mettre cette activité-là, ou vos droits d'auteur, etc. Et puis, les dernières colonnes, c'est sur le réel de l'année en cours. Donc là, 2025 réel, où je vais donc retrouver mon chiffre d'affaires 2025 que je vais mettre à jour au fur et à mesure. Je peux avoir une colonne écart versus prévisionnel, donc là c'est pareil, qui se calcule tout seul, où je vais faire la différence entre mon CA 2025 réel par rapport au prévisionnel, mes variations 24-25, enfin 2024-2025, donc là c'est un taux d'évolution qui se calcule automatiquement sur mon fichier, et puis c'est pareil, la répartition au réel du chiffre d'affaires entre activités. Donc ça, c'est vraiment hyper important pour savoir là où on veut aller et après piloter réellement en disant ah là finalement je suis en retard ou non tout va bien, etc. Donc là c'est au niveau de l'année, mais évidemment on le fait aussi au niveau du mois par mois pour avoir un suivi vraiment plus fin. En termes d'indicateurs à suivre, pour moi, il y a 3 grandes catégories d'indicateurs qu'il faut suivre. Les indicateurs, on appelle ça des KPI en marketing, ou de manière générale, parce que c'est pas un terme lié au marketing, mais c'est des Key Performance Indicators, donc les indicateurs clés, finalement, de performance. Donc là, pour moi, il y a 3 grandes catégories. Il y a les indicateurs liés aux ventes, liés au trafic et liés à la visibilité. Donc sur la partie vente, on va donc suivre les ventes du mois, comme je vous le disais à l'instant, versus les ventes du même mois de l'année passée. Là, je mets ventes, mais voilà, on va rentrer dans le détail. On va donc mettre le chiffre d'affaires, le nombre de ventes, donc le nombre de commandes ou le nombre de transactions sur un marché, etc. Alors sur un marché, c'est pas forcément toujours évident de savoir exactement combien on a fait de ventes unitaires. Pour avoir un panier moyen, donc le panier moyen, c'est le chiffre d'affaires divisé par le nombre de ventes, pour savoir, voilà, est-ce que c'est 35 €, c'est 50, c'est 150, etc. Et puis suivre aussi le nombre de nouveaux clients. Et je peux aussi avoir la répartition par canal de distribution. Par canal de distribution ou par typologie de clients, voilà, en fonction de comment vous êtes structuré au niveau des ventes. Sur la partie de trafic, là on va parler de nombre de visites engagées. Je fais la distinction entre le nombre de visites seules et le nombre de visites engagées. Parce qu'en fait, les visites engagées, ça va vraiment être pertinent de suivre ça, parce que vous allez avoir tout un tas de visites pas très qualifiées sur votre site. Et donc, en fait, ces visites-là, de toute façon, on sait qu'on n'aurait rien... Enfin, il n'y a pas de conversion à attendre de ces visites-là. Donc, sur Google Analytics, si c'est votre cas, si vous suivez le trafic sur Google Analytics, c'est une donnée qu'on a, le nombre de visites engagées. On va suivre aussi la répartition par source de trafic. Donc, est-ce que c'est des visites qui viennent du référencement naturel, d'Instagram, de nos campagnes emailing, de Pinterest, que sais-je. On va regarder aussi les pages qui sont consultées. Alors, forcément, votre page d'accueil, ça sera la page la plus consultée. Mais en dehors de ça, finalement, quels sont les produits qui sont les plus vus, les catégories de produits qui sont les plus vus, etc. Et puis, si on est sur un site e-commerce,
évidemment, on va suivre son taux de conversion et l'évolution du taux de conversion par source de trafic. Si, par exemple, vous faites beaucoup d'efforts sur Instagram, mais que vous avez très peu de visites sur votre site et un taux de conversion qui n'est pas extraordinaire, donc pour rappel, un très bon taux de conversion, c'est 5%. Donc un taux de conversion normal, on va dire, c'est entre 1,5%, 1% et 3%. En dessous, c'est pas extraordinaire, donc on a besoin... Pardon, j'ai eu un petit truc qui rampe, qui me m'est tombé dessus. C'est le problème de faire dans la nature. Alors dans la nature, j'exagère, mais dehors en tout cas. Donc oui, évolution par source, parce que on va dire, si par exemple j'ai pas beaucoup de visites depuis Instagram, mais potentiellement j'ai un taux de conversion qui est très bon, parce que du coup, quand les gens viennent d'Instagram, ils achètent globalement. Donc potentiellement, je peux même avoir un taux de conversion à 15%. Ce qui serait un excellent taux de conversion. Troisième catégorie d'indicateurs, tout ce qui est lié à la visibilité. Donc là, c'est par exemple tout ce qui tourne autour de la newsletter. Donc ça peut être votre nombre d'abonnés à votre newsletter. C'est aussi tout ce qui est taux d'ouverture, taux de clic, etc. Donc tous ces indicateurs qui sont liés à votre newsletter. Et puis c'est vos abonnés Instagram, vos abonnés YouTube, etc. Enfin voilà, vous regardez en fonction des outils communication que vous utilisez. Maintenant, je vous propose de prendre un peu du recul. Voilà, je vous laisse le temps de voir ce petit gif très sympa. Là, l'idée, c'est de questionner plusieurs éléments de son activité, donc questionner son entreprise et le marché. Ça va être d'utiliser ce qu'on appelle la matrice SWOT. Donc la première partie du cadran, vous voyez en haut, mon entreprise, les forces et les faiblesses. Donc c'est pour la partie strengths et weaknesses. Donc là, ça concerne vraiment notre entreprise, notre activité. C'est-à-dire quels sont finalement mes points forts et quelles sont les choses sur lesquelles je pourrais m'améliorer. Ensuite, sur la partie du marché, donc là, c'est ce qui est en dehors de notre entreprise, sur lequel on a moins de prise. Et donc, on a d'un côté les opportunités, donc les opportunities, et threats, les menaces. Donc, par exemple, une opportunité, ça peut être... par exemple, si vous êtes sur la partie couture, on a vachement vendu de machines à coudre pendant le Covid, les années 2020-2022. Donc, il y a plein de personnes qui se sont mises à la couture. Ça, c'est une opportunité. Voilà. Une menace, par exemple, ça pourrait être le nombre de créatrices de patrons de couture a explosé. Ça reste quand même une menace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller et tout ce qu'on veut, mais ça reste une menace. Il y a une concurrence assez dense. On va aussi questionner notre offre avec les 4 P. Donc les 4 P, ça rentre dans ce qu'on appelle le marketing mix, c'est la stratégie marketing. Donc ça étudie notre politique de prix, price, la politique de communication, donc c'est le P de promotion, c'est donc les 4 P. Place, la politique de distribution, et le 4e P, product, la politique produit. Donc en termes de politique produit, là en fait on va jouer sur tout un tas d'éléments. La marque, pour commencer. La marque, c'est donc notre identité. Est-ce que c'est une identité un peu forte, un peu différenciante? Quelles sont les valeurs que notre marque porte? Qu'est-ce qu'on veut dégager comme sentiment quand on pense à notre marque? Quels sont les avantages concurrentiels qu'on va pouvoir avoir, donc les bénéfices que nos clients vont avoir à passer par nous et pas le voisin, pas le confrère. En termes de gamme, là, donc on va être sur la notion de collection. Est-ce que mes produits sont cohérents les uns avec les autres? Est-ce qu'à l'intérieur d'une collection, tout est cohérent? Et quel type de produit je vais pouvoir proposer? L'effet de gamme, c'est vraiment de se dire, est-ce que... Oui, il y a cette notion de cohérence, de positionnement produit, prix, etc. En termes de caractéristiques de notre offre, de nos produits, c'est quels sont les besoins qu'on couvre. Vous savez, la pyramide de Maslow, je la fais bien. Les besoins physiologiques, manger, boire, se vêtir, être en sécurité. Et puis plus on va dans la pyramide, plus c'est des choses où c'est un petit peu moins indispensable et c'est vraiment de l'ordre du confort, etc.
Et évidemment, dans les moments un peu de crise, ou les moments où c'est compliqué, c'est toujours plus facile de vendre quelque chose qui est dans le bas de l'échelle, de la pyramide de Maslow, donc qui répondent à des besoins qui ne sont pas uniquement de l'ordre de l'esthétique, du beau, et cetera. Ça veut pas dire, par exemple, que dans les moments de crise, on n'arrive pas à vendre du luxe, des produits de luxe. Ça se vend très bien aussi en temps de crise. C'est pas les mêmes clients, le marché peut se resserrer quand même, etc. Mais c'est quand même un peu plus compliqué. Évidemment, il faut penser à la qualité de notre offre aussi, comment on veut qu'elle se situe par rapport donc à ce rapport qualité-prix, par exemple, etc. En termes de design, quelle expérience je vais pouvoir proposer. On va penser aussi aux services associés. Donc évidemment la partie relation client, SAV, si un client me contacte, au bout de combien de temps je lui réponds et tout ça. Il peut y avoir les services de personnalisation aussi. Ça c'est souvent quelque chose qui est très apprécié par les clients, mais qui est difficile à valoriser. Et puis le dernier point sur le packaging, bah là c'est tout ce qui est emballage, notice, étiquetage, etc. Donc comment je peux aussi, via le packaging, proposer une expérience sympa à mon client, et une expérience aussi qui respecte les valeurs. Si par exemple vous êtes sur un produit enfin un positionnement où vous allez vanter votre éco-responsabilité, pardon, bah là, ce serait dommage d'avoir énormément de plastique dans votre envoi, par exemple, si vous vendez en ligne. Donc voilà, quelque chose de cohérent sur toute la chaîne finalement de votre offre. Sur le Pay comme Place, donc c'est la politique de distribution. Ben là, en fait, vous allez voir sur ce petit schéma tous les canaux de distribution qui existent. Alors évidemment, là, on parle vraiment d'activité créative, donc c'est bien spécifique. Donc évidemment, le principal canal de distribution, pardon, c'est notre site web. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas de site web, donc c'est peut-être aussi se poser la question justement d'avoir son propre espace de vente. Évidemment, les boutiques éphémères, les boutiques revendeurs, ça c'est toujours intéressant d'avoir dans ces canaux de distribution, parce que ça peut vous permettre d'avoir un certain volume et une certaine représentativité aussi sur le territoire. C'est toujours intéressant. Évidemment, il faut laisser une marge aux distributeurs. Marché de créateurs, marché de Noël, salon, le loisir créatif, tout ça, c'est aussi des lieux de vente qui sont intéressants. Les messages privés des réseaux sociaux, ça peut arriver où on va vendre directement via les réseaux sociaux. Moi, c'est pas quelque chose que je vous conseille parce que à la fois, ça fait pas très pro et c'est compliqué en fait à gérer tout simplement. Et puis, évidemment, il y a toutes les marketplaces, donc marketplace B2C, Etsy, Un Grand Marché, il y en a quelques-unes d'autres aussi. Et il y a des marketplaces B2C, B2B, pardon, comme Faire. Ensuite, politique de promotion. Donc, politique de communication, pardon, c'est le P de promotion. Donc là, il y a un modèle en fait qui s'appelle POEM, sa stratégie POEM. C'est encore un acronyme et encore en anglais. POEM, c'est pour le P, c'est paid, le O, owned, donc tout ce qu'on possède en fait, ce qu'on possède. Le E, c'est earned et le M, c'est média. Donc, la première partie, le paid media, c'est quelle campagne payante je peux activer. Donc là, c'est se poser la question, est-ce que je vais faire des campagnes Google Ads? Est-ce que je vais faire des campagnes sur Meta, donc Instagram ou Facebook? Est-ce que je fais des campagnes sur Pinterest, etc. Est-ce que je fais, par exemple, est-ce que je sponsorise Femain? C'est des campagnes, voilà, c'est du paid media. Le owned, donc c'est tout ce que je maîtrise. Donc quels sont les médias que je maîtrise? Donc là, typiquement, il y a notre site internet, il y a notre compte Instagram, notre compte Pinterest, notre compte YouTube, etc. Donc c'est qu'est-ce que je maîtrise et qu'est-ce que je peux ajouter dans mon portefeuille finalement d'outils de communication. Et le earned media, le E, c'est finalement toute la partie justement que je vais gagner, que je vais acquérir au fur et à mesure. Et donc là, ça va être tout ce qui est lié aux relations presse, par exemple, et à l'UGC.
L'UGC, c'est les contenus générés par les utilisateurs. Donc, si j'ai un client qui reçoit sa commande et qui partage sur Instagram, c'est de l'UGC. Donc là, les questions qu'on va se poser, qu'on va questionner, c'est comment générer des mentions et des contenus créés par des tiers. Donc tout ça, là, je vous dis, ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais l'idée, c'est de vous faire réfléchir à comment vous allez pouvoir travailler certains leviers par rapport à d'autres. Le P de price, c'est la politique de prix. Donc là, on va questionner notre positionnement prix. Donc notre prix, nos prix, de manière générale, c'est difficile évidemment de les fixer. Quand on a un produit physique, quelque part, c'est quand même plus facile, mais pas complètement non plus. Là, on va se baser sur un coût de revient. Donc ça, c'est là où c'est la partie un peu plus facile, parce que c'est factuel. Ça veut dire que donc on prend nos coûts directs, nos coûts indirects, nos amortissements, et puis à partir de ça, ça nous fait notre coût de revient. Donc les coûts directs, c'est notamment ma rémunération, j'oublie pas de la compter, mon temps de travail. Les coûts indirects, c'est ma mutuelle, ma prévoyance, ma capitalisation pour la retraite et mon chômage. Que voilà, par exemple, en micro-entreprise, on ne cotise pas pour du chômage. Évidemment, il y a à quoi vous pensez forcément, c'est tout le matériel, toutes les fournitures créatives. Et puis l'amortissement, c'est tous les équipements que j'ai déjà mais que je devrais remplacer. Par exemple, si vous avez déjà une Cricut, une imprimante, un ordinateur, etc., vous dites bah, c'est bon, j'ai pas besoin finalement d'en tenir compte. Bah si, parce qu'à un moment donné, votre ordinateur, par exemple, il faudra le remplacer. Donc le prix de vente, on va le calculer en fonction donc, du coût de revient et d'un taux de marge qu'on va appliquer sur le coût de revient. Donc notre prix, on va le calculer donc à partir de ce coût de revient, mais on va aussi le nuancer par rapport à la valeur perçue de nos créations et par rapport au marché, à la concurrence. Parce que, évidemment, on est dans un marché, donc il y a d'autres offres, et c'est très bien qu'il y ait d'autres offres, mais il faut tenir compte de ce marché-là, et donc fixer nos prix en fonction. La valeur perçue, c'est pareil, c'est évidemment c'est une question de perception. Donc c'est difficile de juger soi-même. Et par contre, n'oubliez pas qu'un prix, c'est jamais gravé dans le marbre. Alors, c'est gravé dans le marbre si par exemple vous éditez un catalogue que vous allez envoyer à un instant T à un revendeur, pardon. Là, c'est un peu gravé dans le marbre. Néanmoins, les prix, en fait, on les fait évoluer. Donc, je dirais à minima une fois par an. Donc, ça peut tout à fait être un moment aussi de revaloriser les prix. Donc là, on a parlé de toute notre offre en prenant un peu de recul sur, voilà, j'ai déjà tout un tas de choses qui sont en place, mais comment je peux retravailler des choses, questionner un petit peu l'existant. Maintenant, je vous propose de passer à la partie définir sa stratégie marketing. Et là, c'est un peu comme un jeu d'échecs. Hein. C'est voilà, quels sont les pions que je peux avancer, quelle stratégie je vais mettre en place. Alors, une stratégie marketing, au final, ça va peut-être vous paraître un peu simpliste, mais concrètement, c'est des actions précises, donc voilà, une to-do list voilà, où on va dire bah, donc je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Un planning pour savoir dans quel ordre on va faire, comment on va prioriser les choses, et puis évidemment un budget. Même si vous dites ah oui mais moi j'ai pas de budget, en fait bah, vous allez de toute façon avoir besoin de dépenser quelques euros, ne serait-ce que la partie site web, ou si vous n'avez pas de site web, vous allez forcément avoir des frais de transaction sur la plateforme que vous aurez choisie, vous aurez des frais d'emplacement pour un stand, etc. Donc on a toujours un budget finalement pour fonctionner, pour faire fonctionner notre entreprise. Et évidemment, sur la partie marketing, bah, vous aurez besoin d'investir quelques euros ou plus, et c'est souvent plus, pour faire fonctionner votre entreprise et aller toucher vos clients. Alors, ce que c'est le marketing, parce que souvent, on ne sait pas trop, on s'en fait un peu une fausse image. Donc, moi, j'ai voulu reposer un peu les bases. Donc le marketing, c'est en fait un levier stratégique, hein. C'est une approche globale, c'est pas que un truc de vente ou de communication, c'est vraiment, on va toucher
tous les finalement tous les acteurs de l'entreprise, hein, si on était une entreprise un peu plus grosse avec d'autres collaborateurs, on travaillerait avec le service commercial, avec le service communication, avec la relation client, avec les ventes, etc. C'est l'art aussi de créer et de capter de la valeur. Donc c'est de comprendre le besoin de nos clients et comprendre comment on peut y répondre. Et ça, c'est important parce que souvent on se dit: «Ah oui, le marketing, c'est un peu», vous savez, vous avez peut-être la ref, les bons et les mauvais chasseurs. Le marketing, c'est un peu pareil, en fait. Il y a les bons et les mauvais marketeurs et les mauvais marketeurs, ils vont dire: «Ah oui, moi, je peux te créer, des besoins». Non, en réalité, on peut, suggérer des usages particuliers et cetera, ça oui, mais à un moment donné, voilà, on vendra sans doute pas des glaçons à un esquimau. C'est une discipline, le marketing, qui est centrée sur l'expérience client. Donc on va toujours, alors des fois on s'en éloigne un peu, mais il faut toujours revenir à notre client. Comment je vais pouvoir optimiser son parcours? Par exemple sur mon site internet, ou si je vends en physique, comment, une fois qu'il arrive devant mes produits, je vais pouvoir avoir une offre bien lisible, lui donner envie, etc. Comment je vais pouvoir le satisfaire et comment je vais le fidéliser. Pardon. C'est un processus évolutif, c'est comme tout, on va s'adapter au fur et à mesure à nos clients, on va s'adapter aussi aux innovations. Par exemple, quand les machines de découpe sont arrivées, ça a quand même un peu changé le game, quoi, sur certaines activités. À la fois, ça a permis de pouvoir faire plus de choses et en même temps, ça vous permet de gagner du temps sur un certain nombre de choses. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, de la même manière, on peut s'en servir pour plein de choses pour gagner du temps. Et c'est aussi une science et un art, c'est pas une arnaque. Tout ça, on va le faire basé sur l'analyse de données, des méthodologies, mais ça reste aussi quand même une pratique, le marketing, qui va allier créativité et aussi de l'intuition. Voilà, ce point qui m'était cher sur ce qu'est vraiment le marketing. Alors maintenant, comment trouver des clients ? Les clients, en fait, on va les trouver de plein de manières différentes. On va les trouver sur les moteurs de recherche. Ils vont atterrir sur notre site web, sur notre blog. Ils sont potentiellement sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube. Ils sont peut-être des auditeurs de podcasts. Ce sont aussi des visiteurs de salons ou de marchés. C'est peut-être aussi via des collaborations que je vais les trouver avec d'autres marques, et c'est aussi que je vais les trouver dans d'autres boutiques via donc des partenaires revendeurs. Donc tous ces gens-là, je vais les faire rentrer dans un tunnel, vous voyez ce système d'entonnoir, et la première partie de mon entonnoir, là où je vais avoir le plus de monde, c'est dans la partie de découverte. Parce que voilà, vous allez, par exemple, il y a quelqu'un qui est tombé sur votre compte Instagram, là on est dans la partie de découverte. Et après, est-ce que la personne va continuer et elle va aller dans l'étape suivante qui est la phase de considération, ou va dire tiens, c'est pas mal, ça me plaît bien, etc. Donc comment on va faire pour passer d'une étape à une autre ? Là, l'idée c'est d'avoir une offre qualitative, où on sent que c'est le positionnement produit et prix est cohérent, la communication nous plaît, ça nous parle, etc. C'est aussi une offre quantitative. Si j'ai 3 produits à vendre, c'est sûr que ce sera plus compliqué que si j'ai une offre un peu complète avec une gamme de prix plus large. Ça va être aussi au niveau des conseils que ça va pouvoir se jouer. Est-ce que j'ai un site web qui est pro, etc. Est-ce que j'ai des freebies que je vais pouvoir proposer pour attirer aussi du trafic. Freebie, donc c'est du contenu gratuit. Pour passer de la phase de considération à la phase de conversion, donc la phase d'achat, là je vais avoir besoin d'éléments de réassurance. Est-ce que j'ai des éléments, par exemple, alors sur le paiement sécurisé, c'est un peu une évidence aujourd'hui, donc c'est pas vraiment un élément de réassurance, mais c'est plutôt sur est-ce que c'est fait en France, comment on peut valoriser la création, le côté artisanal, etc. Ça peut être aussi des éléments sur la livraison et les frais de livraison, tout ce qui fait la valeur de votre offre et qui va être un différenciant par rapport aux concurrents.
La newsletter peut être aussi un élément pour passer de la phase de considération à la phase de conversion, parce qu'en fait, votre client, il a besoin aussi d'être nourri au fur et à mesure de son processus de décision. Et donc, passer de la phase de découverte à la phase de conversion en un claquement de doigts, généralement c'est compliqué, sauf si on vend un paquet de chewing-gum. Donc quand on est dans des achats très peu chers et d'impulsion, c'est facile. Ah tiens, il y a telle marque de chewing-gum. Ah bah tiens, c'est tel goût. Ah bah tiens, je vais choisir. Bon, c'est facile. Enfin, je vais choisir, je vais acheter, je vais tester, c'est facile. Là, l'enjeu, il n'est pas très important. Mais plus l'enjeu est important, plus ça sera compliqué. Pour passer de la phase de conversion à la phase de fidélisation, donc la conversion, encore une fois, c'est notre achat, c'est là où on voulait aller. Là, on va miser sur la relation client, donc encore une fois sur la newsletter, on va soigner nos clients, on va en prendre soin. Il peut y avoir aussi des emails, un programme en fait d'onboarding, d'accueil des clients avec des séquences d'emails. On va d'abord accueillir le client avec un premier email et puis à J+3 lui envoyer un message par exemple avec les questions les plus fréquemment posées, une FAQ. À J+10, on peut lui demander de laisser un avis sur la boutique, etc. Il y a aussi des programmes d'ambassadeurs qu'on peut proposer à nos clients pour justement les fidéliser et s'en servir, espérer qu'ils puissent parler de nous en bien. En termes de levier marketing à connaître, l'idée en fait c'est d'être présent là où sont présents nos clients cibles. Le secret c'est là, hein, c'est de réfléchir à ok alors je ne sais pas si vous connaissez le principe des personas, donc c'est des cibles, nos clients cibles. Donc on va dire par exemple Perrine, c'est une jeune maman, je vous parle d'un vrai cas que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Perrine, c'est une jeune maman, elle a entre 30 et 40 ans et elle apprécie le côté fait main des créations artisanales et donc elle va acheter des créations fait main. En l'occurrence en papier. Voilà. Coucou Nathalie, si tu te reconnais. Elle va faire... potentiellement, elle peut acheter pour faire des cadeaux, mais elle va aussi acheter, par exemple, pour la chambre de ses enfants. Donc ça, c'est Perrine, mais je peux avoir, je sais pas, Stéphanie, Maëva, etc. À chaque fois avec des profils différents. Et donc la question, c'est de se poser, la question à se poser, c'est de dire, voilà, est-ce que comment je vais toucher Perrine, Stéphanie, etc. Par exemple, dans tous les leviers online, donc il y a les leviers online qui sont toute la partie en ligne et les leviers offline. Donc là, je vais commencer par la partie online. Donc il va y avoir dans notre messagerie, dans les pages de résultats de recherche, dans les applis, les outils et sur les réseaux sociaux. Donc dans la partie messagerie, c'est tout ce qui va être newsletter, donc comment je garde le contact avec mes clients, tout ce qui est email transactionnel que je vais essayer de soigner au mieux, l'onboarding client, donc c'est la séquence d'email dont je vous parlais au départ, et puis là si je veux dépenser quelques euros, je peux faire de la publicité dans Gmail via Google Ads. Dans les pages de résultats de recherche, là, les leviers, c'est le SEO et le SIA. Donc le SEO, c'est tout ce qui est référencement naturel. Là, je vais pouvoir référencer mes pages web, mais aussi des images, des vidéos, des produits, etc. Donc là, c'est des règles particulières à connaître pour bien faire référencer son site internet. Je vais pouvoir aussi faire des campagnes Google Ads ou sur Bing. Parce qu'il n'y a pas que Google, il y a aussi Bing. Donc SIA, c'est Search Engine Advertising, donc toute la partie campagne publicitaire sur les moteurs de recherche. Donc on a vu partie messagerie, partie page de résultats de recherche. Dans la partie appli et outils, là donc on va avoir évidemment Pinterest, hein, dans notre secteur créatif, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur Pinterest. On va avoir aussi YouTube, si évidemment on est recommandé dans des vidéos YouTube, c'est super bien. Et puis on peut évidemment aussi faire des campagnes sur Pinterest et sur YouTube, des campagnes publicitaires, via les plateformes publicitaires de ces outils-là. Et puis, il y a les applis de podcast, parce que voilà, sur les podcasts, vous allez aussi découvrir des marques, soit qui sont invitées, hein, comme sur Fait Main. La plupart des marques qui
que j'invite sur le podcast ne payent pas pour être sur le podcast, c'est moi qui les invite. Et puis, il y en a quelques-unes qui se disent, bah moi, en fait, j'ai envie d'être présentée, de raconter mon histoire auprès des auditrices de fait main. Je parle de mon podcast, mais c'est la même chose sur les autres podcasts. Et donc, je vais vouloir passer sur le podcast. Et puis là, le 4e levier online, c'est sur les réseaux sociaux. Donc là, évidemment, c'est souvent la partie qu'on connaît le plus. Instagram, Facebook, TikTok. Bon, TikTok, moi perso, je suis pas, c'est pas vraiment un levier que je vous recommanderais. Facebook, c'est un petit peu vieillissant aussi. Voilà, souvent un peu les comportements sont pas les mêmes sur Instagram et sur Facebook. TikTok, c'est pas très favorable pour la conversion. Donc voilà, pour la notoriété, ça fonctionne, mais sur la conversion, pas tellement. Sur la partie offline, donc en dehors d'internet, et là on est sur toute la partie magasin physique, donc des concept stores, des boutiques de créateurs, des galeries d'art, votre propre atelier boutique aussi si vous en avez la possibilité. Donc là on va être sur le principe de boutiques revendeurs généralement, sauf quand ça nous appartient. Comme je disais tout à l'heure, toute cette partie stratégie de vente, il va falloir laisser une commission à ces magasins. Dans les médias, il y a tout ce qui est presse quotidienne, régionale ou voilà, donc la PQR. La presse quotidienne évidemment nationale aussi, ou toute la partie magazine, lifestyle, DIY, déco, etc. Évidemment la télé. Cette partie-là, c'est la partie qui est pas forcément la plus simple, parce que vous allez, même avec un super produit, un super concept, etc., c'est difficile de se faire remarquer des journalistes. Donc la partie influence généralement est un petit peu plus facile, mais là on est plutôt dans la partie online. Donc influence sur les réseaux sociaux. Pour la partie des marchés de créateurs, marché de Noël ou salon DIY, les salons locaux, le salon création et savoir-faire, c'est des endroits qui vont quand même brasser pas mal de monde, pas mal de visiteurs. Évidemment, il y a un coût, mais comme pour tout, en fait, c'est ça aussi qui est important pour moi de vous faire passer comme message, c'est qu'en fait, tous ces leviers-là vont avoir un coût. Et il y a des choses qu'on peut faire de manière gratuite, mais ça veut dire qu'il va falloir, nous, investir du temps, en fait. Voilà. Et sans doute se former, etc. Donc la bonne stratégie marketing, finalement, c'est celle qui nous convient en matière d'éthique et de pratique. Qui est soutenable en termes de planning et puis qui est dans notre budget prévisionnel. Parce qu'encore une fois, on peut se dire non mais moi j'ai pas d'argent à investir, etc. Mais si on a vraiment zéro à investir et on n'a pas de temps et on veut pas se former, ça va devenir très compliqué, à moins qu'on fasse des super produits, des super créations que tout le monde va s'arracher. Mais souvent ça demande quand même pas mal d'efforts. Et d'efforts, donc ça peut être un effort financier, un effort en temps, un effort en temps de formation. La dernière partie, la partie 4, bichonner ses canaux de vente. Là, l'idée, en fait, c'est de vous donner quelques pistes de travail sur comment vous allez pouvoir retravailler vos canaux de vente. La première partie, c'est le site web. Le site web, c'est vraiment la pierre angulaire de votre communication. Il faut vraiment le bichonner, mais plus. Je vous raconte pas le nombre de sites de créatrices, de créateurs que je vois et qui sont vraiment pas géniaux. Donc je comprends que c'est pas évident, que c'est un métier à part entière, etc. Mais là encore, on peut se former. Voilà, moi je fais des ateliers par exemple sur le sujet et tout ça pour proposer une meilleure expérience à nos clients. Et voilà, avoir un truc pro, quoi. Donc une page d'accueil complète. Alors une page d'accueil complète, ça veut dire que c'est un résumé. En fait, notre page d'accueil doit être un résumé de tout notre site web. Donc sur ma page d'accueil, je dois avoir les nouveautés produits. Je peux avoir un qui suis-je assez court, mais avec un petit bouton pour aller voir sur la page qui suis-je des infos un peu plus précises.
Donc du coup, voilà, qui suis-je? Pour moi, cette page-là, il faut vraiment qu'elle soit bien détaillée, bien complète, qu'on comprenne en fait d'où vous venez, pourquoi vous faites ça et tout ça. Dans la page d'accueil complète aussi, bah, il y a les éléments de réassurance, les informations sur la livraison, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir, les actualités, les derniers articles de blog, etc. Parce que oui, un blog, c'est important, c'est utile, parce que c'est toute la partie en fait dynamique de votre site. Vous allez peut-être pas avoir des nouveaux produits à montrer toutes les 5 minutes, mais du coup, c'est sur la partie blog qu'il va falloir faire vivre votre activité, votre identité, d'apporter des conseils à vos clients, etc. Un site à jour, ça c'est la base aussi dans le truc un peu site professionnel. Si vous parlez, on est en avril et que vous parlez encore des marchés de Noël en disant je serai à tel endroit, tel endroit, tel endroit en décembre, c'est pas terrible. Il y a des bonnes pratiques en termes d'UX, donc User Experience. Donc les typiques, c'est bah, voilà, quand on clique sur le logo, on revient à la page d'accueil. On a toute la partie e-commerce, donc le compte client, le panier, etc. en haut à droite. On a un footer, donc un pied de page, où on va reprendre en fait les éléments classiques d'un site web, donc les mentions légales, les chartes de confidentialité, tout ce qui est lié au consentement des cookies et tout ça. Je peux remettre des coordonnées, enfin voilà, tout ça. Le menu, bah, il faut qu'il soit sur une seule ligne, pas avec... Enfin, qu'on puisse rentrer vraiment facilement dans vos gammes de produits et pas qu'on soit obligé d'aller descendre trop dans le menu, qu'on n'ait pas une première page écran. Donc la page écran, c'est celle où on va pas scroller en fait. Donc c'est vraiment ce que je vois sans scroller. Cette première page écran, bah, il faut quand même que j'ai un max déjà de choses qui m'interpellent dans cette page écran. Souvent, on a des diaporamas entre le logo et le menu qui sont super hauts et un diaporama en dessous. En fait, on n'a rien vu, quoi. Donc, il faut voilà, travailler ça comme ça. Et puis, le qui suis-je bien précis, bien détaillé, qui montre un peu qui vous êtes, ça, c'est vraiment important. Le deuxième canal de vente que j'ai voulu mettre en avant là, c'est Instagram. Donc Instagram, évidemment, une bio claire et attractive qui dit bien ce que vous faites. Je surveille, j'entends une petite bestiole autour de moi. Un feed homogène, graphiquement, qui donne envie, etc. Donc c'est pareil, prenez un peu de recul, de manière régulière pour vérifier à quoi ressemble votre feed en ce moment. C'est aussi évidemment des publications et des stories de manière régulière, si possible les mêmes jours de la semaine à chaque fois. C'est compliqué, je sais, et on est tous parfois des mauvais élèves et parfois des bons élèves. C'est compliqué de produire autant de contenu. Et puis, ce qui est important, c'est de partager des émotions et partager des choses à valeur ajoutée. Ce qui fonctionne le mieux, vous l'avez peut-être déjà testé, c'est évidemment quand on va... Enfin, en fait, quand on va faire réagir les gens, on les fait réagir sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc, je vous demande pas de pleurer devant votre caméra pour partager vos malheurs. Alors, évidemment, si vous avez envie, besoin de le faire de temps à autre, ça ne pose aucun problème et vous verrez qu'en fait, bah, ça fonctionne bien. Les gens vont réagir. Idem sur, voilà, c'est notre anniversaire, c'est ceci, c'est cela, etc. Les moments de bonheur, ça fonctionne toujours très bien. Et puis, la partie valeur ajoutée, bah, c'est qu'est-ce que je peux apporter comme expérience, voilà, par exemple, vous voyez, hein, les tutos, généralement, ça fonctionne bien, les vidéos un peu courtes, etc., où on va apprendre des choses aux gens. Et puis le troisième canal de vente à chouchouter, pour moi, c'est la newsletter, parce qu'en fait, c'est là où vous allez vraiment construire une relation en dehors d'Instagram. Instagram, on construit une relation, mais la newsletter, l'avantage, c'est qu'on est chez soi et que, en fait, vous n'êtes pas soumis à un algorithme. Votre email, alors si vous avez fait les bons paramétrages en termes de SPF, de DKIM, etc. Si je vous parle chinois, j'ai un atelier sur cette thématique-là. Donc on a choisi la bonne plateforme pour envoyer sa newsletter, on a bien paramétré tout ce qui est lié au destinataire, à notre domaine pour être authentifié, etc. pour ne pas passer en spam. Mais à partir du moment où l'email est reçu,
Généralement, sur des marques comme les nôtres, on a quand même 50% d'ouverture. Donc c'est pas mal. Alors évidemment, si on n'a que 50 adresses email, des fois on a un peu du mal à prendre du temps de faire une newsletter pour 50 personnes. Néanmoins, ces 50 personnes-là, c'est des personnes avec lesquelles vous avez quand même sans doute un lien un peu plus fort que des personnes juste sur Instagram, parce que peut-être que vous avez 1000 personnes sur Instagram ou 10 000 ou 100 000, mais au final, vous n'avez pas leur donnée la plus précieuse, qui est pas leur carte bancaire, mais leur adresse email. Donc dans la newsletter, on va envoyer des actualités, évidemment, on peut faire des zooms sur des produits, raconter l'histoire d'une création, etc. Parler un peu des coulisses. Les gens aiment bien quand même, les gens sont curieux globalement, donc voilà, il faut faire plaisir aussi sur cette partie-là. Et toujours dans cette logique, finalement, qu'est-ce que les lecteurs vont apprendre. Et pour moi, il faut miser sur des messages courts, mais réguliers. Donc j'ai pas besoin d'avoir des milliards de trucs à raconter et faire une newsletter une fois, enfin 3 fois dans l'année, parce que c'est le meilleur moyen quand même de passer inaperçu. De dire, putain, mais c'est qui cette personne? Je la connais pas, pourquoi elle m'écrit? Donc il vaut mieux écrire de manière régulière, mais à chaque fois sans que ce soit des pavés. Donc c'est plus facile à faire. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de la présentation. Donc pour aller plus loin, vous avez donc le PDF de cette présentation qui est dispo sur Copilote. Vous avez le petit lien copilote.teacheasy.fr. Vous avez 15 audios à écouter également sur Copilote de manière complètement gratuite. Donc il faut juste choisir la formation Un aperçu de Copilote, ça s'appelle. Et puis à partir de là, vous pouvez écouter gratuitement les 15 audios que je vous mets à disposition. Vous avez un template Excel, vous avez des quiz, enfin voilà, il n'y a pas que les audios. Et puis, il y a donc les ateliers que j'organise. Là, c'est pareil, vous avez tous les ateliers. Alors là, c'est directement sur mon site, podcastfemain.fr. Et puis, des audios exclusifs aussi, il y en a 4 par mois, qui sont à écouter dans le cadre du club Femain. Voilà, donc tout est sur copilote.teacheasy.fr ou sur mon site podcastfemain.fr également. Vous avez voilà, tous les liens pour aller trouver ces infos-là. Et puis, juste, je vais vous proposer un petit tour de copilote avant de terminer, parce que je vous ai pas trop expliqué ce que c'était, donc je vais vous montrer. Si vous avez des questions, je suis dispo comme d'habitude sur l'adresse email mélanie@podcastfemain.fr. Et puis, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Vous pouvez me poser des questions, voilà, mettre des commentaires sur Spotify, sur YouTube. Et puis, allez, je vous emmène pour regarder un peu à quoi ressemble Copilote. Allez, on démarre sur Copilote. Donc, voilà, copilote.teacheasy.fr. Donc vous voyez, vous avez donc l'accès ici aux différentes formations. Donc il y a un package avec tout copilote. Voilà, donc en ce moment 290 €. Je fais augmenter le prix au fur et à mesure où j'ajoute des contenus. Mais une fois que vous avez accédé à la formation, vous avez l'intégralité des contenus et les mises à jour. Voilà, donc tous les mois j'ajoute des nouveaux contenus, des audios, des quiz, qu'est-ce que j'ajoute, des fichiers à télécharger, voilà, des choses comme ça. Donc vous pouvez aller regarder la partie bienvenue aussi pour voir à quoi ça correspond. Là, je vous ai pas montré. La première vidéo aussi, c'est 3 minutes où je vous raconte un peu pourquoi j'ai créé cet espace un peu cocon pour les entrepreneurs créatifs. Et puis, je vous raconte un petit peu plus mes expériences professionnelles passées pour que vous sachiez à qui vous avez affaire. Donc ensuite, là c'est ce dont je vous parlais sur la partie aperçu de copilote. Donc là, vous voyez, c'est gratuit et vous avez donc une quinzaine d'audios. Vous avez une autre formation gratuite qui est préparer son premier stand. Donc en fait, à chaque fois, il suffit juste de cliquer sur voir la formation. Vous voyez un petit peu ce que je vous raconte sur la description, ce qu'il y a. Donc là, par exemple, voilà, c'est 1 heure d'audio avec Sandra de 1001 idées, une checklist au format PDF que je commande pendant 1 heure aussi, et puis la checklist au format PDF. Le public cible et puis le détail du programme. Et donc là, il suffit de cliquer sur accéder gratuitement et vous allez y accéder. Donc, j'ai toute la partie de bienvenue. Je vous montre directement, voilà, allez créer lequel je vous montre. Allez, comprendre les possibilités pour vendre ses créations en ligne.
Donc voilà comment ça se présente, le titre, l'audio. Donc au maximum, je fais des audios qui sont courts pour que ce soit facile à écouter rapidement, que vous puissiez aussi les réécouter facilement. Et il y a toujours une synthèse écrite de ce que je vous ai raconté dans l'audio. Si je veux par exemple, attends, je vous montre là, prise de notes, je vais pouvoir rajouter mes notes personnelles, donc ça c'est vraiment propre à vous. Alors là j'ai pas d'annexe, mais dans d'autres j'ai des annexes. Et puis je vais pouvoir laisser aussi des commentaires. Voilà. Donc là il y a aussi, voilà, par exemple Philomène qui nous parlait d'une autre plateforme e-commerce. Je vais aussi avoir des quiz. Allez, je démarrais. Voilà, donc des questions faciles comme celle-ci, et puis d'autres plus difficiles. Voilà, donc vous répondiez, puis après vous avez les réponses. Et voilà, donc là c'est la formation gratuite, un aperçu de copilote, voilà, créer sa micro-entreprise, toute la partie obligations comptables, financières en micro-entreprise, comprendre la visibilité sur les moteurs de recherche, identifier les indispensables sur Instagram, utiliser ChatGPT, recueillir des avis clients, prospecter pourquoi et comment, etc. J'ai pris vraiment... donc là, ce sont des extraits de copilote, mais c'est les vrais audios complets qui sont sur la plateforme. Je vous fais pas un truc au rabais, c'est promis. Donc voilà, donc vous pouvez choisir les formations que vous voulez, et puis après, voilà, donc là moi c'est mon compte de test, donc j'ai accès après aux autres formations, voilà. Et l'idée en fait sur Copilote, c'est aussi que vous êtes acteur de la communauté, où vous allez pouvoir poser des questions. Donc ici par exemple, je vous parle des nouveautés de Copilote, et puis voilà, et puis aussi il y a la partie conseil, entraide, un petit peu papotage, où on va pouvoir voilà, chacun se poser des questions, etc. Donc Copilote, vous pouvez y souscrire pour l'intégralité de la formation, donc avec toute la partie, tous les modules que je propose, donc avec les mises à jour qui sont automatiquement comprises dedans, et en fait à chaque fois que je rajoute un nouveau contenu, vous avez une petite notif par email, vous dire voilà, aujourd'hui il y a une nouvelle leçon sur tel truc. Et puis après je fais des petits récaps, j'en parle dans la communauté, etc. Donc tous les modules sont ici, et à chaque fois vous pouvez les acheter directement sur la plateforme, et vous y aurez accès dans la foulée. Donc là par exemple c'est des ateliers live où vous avez la vidéo, et d'ailleurs d'autres vidéos. Donc là par exemple sur travailler le référencement naturel de notre site, je vous explique tout ça. Donc ça c'est tout ce qu'il y a dans la formation, le fonctionnement des moteurs de recherche, les outils indispensables, les mots-clés stratégiques, etc. Et évidemment, toutes les actions à mettre en place pour améliorer son référencement naturel, les optimisations rédactionnelles, les optimisations techniques et le netlinking. Et dans les supports à votre disposition, vous avez une vidéo de 50 minutes. Donc ça, c'est vraiment la vidéo de l'atelier, où je me suis filmée moi-même, exactement comme aujourd'hui. Il n'y a pas de participants avec nous. Et puis il y a des vidéos complémentaires, donc une vidéo sur Google Search Console, il y en a même deux sur Google Search Console, une vidéo sur Google Analytics, et puis d'autres outils d'IA, ChatGPT et Notebook LM. Un quiz de 15 questions pour vérifier vos acquis, le PDF de la présentation, une checklist SEO et les liens vers tous les outils. Évidemment, je vous invite à aller regarder d'un petit peu plus près. Et puis voilà, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je reste à votre écoute, et puis bonne vente. À bientôt.